Il a défié Anatolie et il l'a regretté instantanément, en français. Anatolie arriva à la salle de sport comme il le faisait toujours, sans esbrouf, avec la nonchalance de celui qui connaît chaque recoin des lieux et sait exactement ce qu'il est venu y faire. Il portait avec lui un vieux seau en plastique et une serpillière usée par l'usage, ses fidèles compagnons d'entraînement, des outils qui, pour beaucoup, semblaient anachroniques dans un temple dédié à l'acier et aux muscles. Les culturalistes qui y régnaient, maîtres absolus des machines et du territoire, s'arrêtèrent dans ce qu'ils faisaient pour l'observer. Leurs gestes étaient éloquents. Sourire en coin, regard qui jugeait sans besoin de mots, bras croisés qui trahissaient un mélange de dédain et de curiosité. Pour eux, cet homme mince, de taille moyenne, vêtu d'un simple t-shirt ample, n'était rien de plus qu'une figure excentrique, quelqu'un qui ne méritait pas d'être pris au sérieux. Il était, à leurs yeux, un intrus dans son propre royaume. Anatolie, cependant, ignora les regards comme on ôte la poussière de ses épaules. Il n'accorda pas à l'environnement ne serait-ce qu'une fraction de son attention. Il commença simplement son échauffement, silencieux, méticuleux, exécutant chaque mouvement avec une précision presque mécanique, comme s'il était seul dans la salle. Mais la tension était déjà semée, invisible mais palpable, flottant dans cet air chargé de fer et de testostérone. Le défi, bien qu'il n'eût pas encore été prononcé, allait venir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui va suivre va vous surprendre et peut-être même vous faire voir Anatolie sous un angle totalement nouveau, transformant complètement l'image que vous avez pu vous faire de lui jusqu'à présent. J'ai une petite question pour vous. Aimez-vous Anatolie? Si c'est le cas, écrivez Anatolie non favori dans les commentaires. Le défi arriva comme un coup de poing. Il ne fit pas de bruit, mais il changea tout. Le culturaliste, lassé de la présence calme et imperturbable d'Anatolie, ce calme qui semblait défier sans dire un mot, leva le menton et désigna la barre chargée de disques qui accumulaient des kilos comme une déclaration de principe. Il exigea une démonstration de force. C'était une épreuve, oui, mais aussi un avertissement déguisé en défi. Anatolie accepta, mais dans l'instant qui suivit, un silence regret s'empara de lui. Ce n'était pas la peur du poids, ni un doute sur sa propre capacité, c'était quelque chose de plus profond, avoir cédé à la provocation, être entré dans un jeu qui n'était pas le sien. Il s'excusa encore et encore avec une humilité qui, dans cet environnement, semblait presque incompréhensible, comme quelqu'un qui tente de dissiper un malentendu avant qu'il ne dégénère. Pour les culturalistes, cela ressemblait à une reddition, une retraite. Ils rirent entre eux, de ce rire épais et assuré de ceux qui se croient maîtres de la situation. Ils crurent avoir gagné avant même que la lutte n'était commencée. Mais le culturiste insista. Il n'était pas prêt à lâcher l'hameçon. Il voulait voir Anatolie échouer. Il voulait que cet homme mince et sa serpillière repartent la tête basse. Et alors, en sandales, avec le même calme que celui qui va boire un verre d'eau, Anatolie se positionna face à la barre. Il n'y eut pas de grands gestes, ni de rituel de préparation. Avant de soulever, il fit quelque chose que personne n'attendait. D'un geste rapide, presque chirurgical, il corrigea la posture du culturiste, indiquant avec précision où se trouvait l'erreur dans sa prise, dans l'alignement du dos, dans ce petit détail qui sépare l'efficacité de la blessure. Puis, d'un mouvement fluide et précis, il souleva le poids, sans effort apparent, sans cri, sans cette tension qui rougit habituellement les visages et fait saillir les veines. Ce fut un mouvement si propre qu'il parut suspendu dans le temps. Les culturistes regardaient, incapables d'en croire leurs yeux. Leur visage, auparavant plein de suffisance, s'était figé. Le poids, qui pour eux était une bataille, une lutte contre la gravité et leur propre ego, pour Anatolie n'était qu'un mouvement bien exécuté. Un exercice de technique, non de vanité. Avec un sourire sur le visage, un sourire sincère sans aucune trace de moquerie, Anatolie pendit la main vers eux. Il parla sur un ton de plaisanterie d'un paiement pour le conseil qu'il avait donné, comme si tout cela n'avait été qu'un échange amical entre collègues. Mais la réaction fut immédiate et cinglante. Il n'avait pas demandé d'aide, il ne voulait pas être enseigné par cet homme. L'orgueil, blessé au plus profond, érigea un mur plus haut que n'importe quel poids qu'ils auraient pu soulever. Anatolie n'insista pas. Il n'ajouta pas un mot de plus. Il prit simplement son seau de 32 kilos, ce même seau qui avait tant attiré l'attention à son arrivée, et sa serpillière, et s'éloigna avec le même calme qu'il était venu.
sans regarder en arrière, sans chercher un dernier regard de reconnaissance. Les culturistes restèrent là, frustrés, déconcertés, mais surtout curieux. Dans la pénombre de la salle, entre les odeurs de fer et de caoutchouc, une question flottait dans l'air. Qui était cet homme ? Parmi ceux qui observaient de loin, à l'écart du noyau de certitude moqueuse, se trouvait une entraîneuse expérimentée. Contrairement aux autres, elle n'eut pas envie de rire ni de douter. Pendant que les culturistes échangeaient des regards de suffisance, elle resta silencieuse, les bras croisés, mais ce n'était pas un signe de rejet, c'était une observation attentive, le regard de quelqu'un qui a appris à ne pas juger sur les apparences. Elle ressentit de la curiosité, une curiosité authentique, de celle qui naît quand quelque chose ne correspond pas aux attentes. Samantha, car c'était son nom, s'approcha d'Anatoly non pas pour le défier, mais pour comprendre. Elle réalisa quelque chose que les autres, aveuglés par leurs propres égos, avaient négligé. Son échauffement n'était pas un détail mineur, ni une simple routine préparatoire. C'était le cœur de tout. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque pose avait une intention, qu'elle, avec des années de métier, sut reconnaître instantanément. Pendant ce temps, les culturistes tentaient, en cachette, d'imiter les mouvements d'Anatoly. Ils le faisaient discrètement, en marge de leur propre territoire, comme quelqu'un qui répète un geste dont il ne comprend pas encore le sens. Ils échouaient. Le poids semblait plus lourd quand ils tentaient de reproduire ce qu'ils avaient vu. Leurs muscles, entraînés pour la force brute, résistaient à la fluidité qu'Anatoly exécutait avec la même naturalité qu'une respiration. Le doute, qui avait commencé comme une légère piqûre, s'était déjà transformé en malaise. Quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Le culturiste qui avait lancé le défi, celui-là même qui avait exigé la démonstration avec l'assurance de celui qui est sur son terrain, se retrouvait maintenant désarçonné. Son expression était un mosaïque complexe, un mélange d'envie et d'admiration, d'orgueil blessé et de fascination naissante. Il fit quelques pas vers Anatoly, d'abord hésitant, et d'une voix plus basse qu'au début, demanda à voir la technique à nouveau. Ce n'était plus une exigence, c'était presque une supplication déguisée. Anatoly, sans faire d'esbrouffe, prit la serpillière, celle-là même qui avait tant suscité les moqueries au début, et fit une démonstration avec la même aisance de toujours. Le balai se déplaçait dans ses mains comme une extension de son propre corps, traçant des arcs qui semblaient simples jusqu'à ce qu'on tente de les reproduire. Il expliqua, avec la patience de celui qui a enseigné des centaines de fois, que tous ses clients commençaient par cet échauffement. Ce n'était pas une étape facultative, c'était la base sur laquelle tout le reste reposait. Quand l'un des culturistes, les sourcils encore froncés par l'effort, lui demanda combien de clients il avait, Anatoly ne donna pas de chiffres. Il ne déploya pas de curriculum vitae, ni n'énuméra de réussite. Il répondit seulement par un sourire énigmatique de ceux qui ne livrent pas de réponse mais invitent à continuer de poser des questions. Ce fut alors que le culturiste tenta d'exécuter le mouvement une fois de plus. Et une fois de plus, il échoua. La barre trembla, son dos perdit son alignement, sa respiration se saccada. La difficulté ne résidait pas dans le poids, elle résidait dans quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Un principe profond, une logique différente du mouvement qui transformait la force en un geste presque invisible. Et ce manque de compréhension, plus que les kilos sur la barre, était ce qui le maintenait réellement à distance. Samantha proposa quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Pendant que les culturistes digéraient encore l'inconfort de leurs propres échecs, elle s'avança avec la sérénité de celle qui ne cherche pas la vedette, mais des réponses. Sans grande manifestation, sans jugement, elle se consacra à l'analyse du physique d'Anatoly comparé à celui des culturistes, comme si elle comparait deux conceptions opposées d'un même métier. La différence était abyssale. D'un côté, les culturistes débordaient de muscles. Leur corps était des monuments sculptés par des années de discipline, de volume, de sacrifice et de charges extrêmes. Des taureaux à la poitrine large, aux bras qui semblaient des troncs, au dos qui remplissait n'importe quel t-shirt. De l'autre côté, Anatoly semblait ordinaire, petit même. Sa silhouette n'attirait pas l'attention dans aucune salle de sport. Il n'avait pas en lui cette présence qui impose le respect avant même que la personne n'ouvre la bouche. Et pourtant, quelque chose en lui le rendait inébranlable. Et malgré cela, la force ne se trouvait pas là où les yeux se posaient. Samantha le sut à cet instant avec une clarté qui lui fit dresser les poils. Le pouvoir d'Anatoly ne résidait pas dans le volume de ses muscles, ni dans la largeur de ses épaules, ni dans l'épaisseur de ses bras. Il était ailleurs.
dans quelque chose de plus profond, de plus silencieux, de plus difficile à copier. Dans une conversation révélatrice, qui eut lieu presque en chuchotement, tandis que la salle reprenait son pouls habituel, Anatolie raconta ce qui se cachait vraiment derrière ce calme inébranlable. Il s'était entraîné 5 ans pour en arriver là. Mais pas 5 ans pour grandir. Il n'avait pas passé ce temps à chercher à augmenter des centimètres de circonférence ou à ajouter des kilos à ses records. Il s'était entraîné 5 ans pour apprendre à utiliser son propre corps, pour le comprendre, pour l'écouter, pour découvrir comment chaque articulation, chaque fibre, chaque respiration pouvait s'aligner en un seul geste efficace. La phrase résonna dans l'esprit des culturistes comme un coup de cloche qui ne cessait de vibrer. Pendant des jours, des semaines peut-être, ils l'entendraient encore et encore dans le silence de leurs propres entraînements. Parce qu'aucun d'eux n'avait consacré ne serait-ce qu'un seul jour à apprendre à utiliser son corps. Tous avaient passé des années à le construire, à l'étendre, à le rendre plus grand, plus imposant, mais apprendre à l'utiliser, c'était une idée qui ne leur avait jamais traversé l'esprit. Et soudain, la serpillière, les sandales, les mouvements fluides et ce calme qui les avait tant agacés au début commençaient à prendre un sens complètement différent. Le respect commençait à naître là où il n'y avait auparavant que moquerie. Comme une plante qui se fraie un chemin à travers les fissures du bitume, ce sentiment nouveau occupa lentement l'espace qu'occupaient encore récemment les sourires en coin et les gestes de suffisance. Personne ne croisait plus les bras avec dédain quand Anatolie traversait la salle. Quelque chose avait changé dans l'air. Dans un moment plus calme, lorsque le bruit des poids s'était apaisé et que la lumière du soir entrait en biais par les fenêtres, Anatolie s'assit à côté du culturiste qui l'avait défié. Sans hâte, avec la même nonchalance qu'il mettait à tout faire, il expliqua quelque chose qui sonna aussi simple que révolutionnaire. La véritable force ne venait pas seulement du muscle. Elle venait de la structure, des os alignés comme les piliers d'un bâtiment bien construit, du levier, cet art millénaire de vaincre la résistance par l'intelligence plutôt que par la violence, et de la respiration, ce fil invisible qui reliait le centre du corps à chaque mouvement. Il compara le mouvement au fait de boire quelque chose de naturel, quelque chose que le corps sait déjà faire avant même d'apprendre à parler. Quand tu as soif, dit-il de son ton posé, tu ne penses pas à chaque muscle qui intervient, ton corps le fait simplement. L'entraînement devrait être ainsi, ne pas forcer, simplement faire. Pour la première fois, le culturiste ne répliqua pas. Il ne lança pas d'objection, ne croisa pas les bras en signe de scepticisme, ne chercha pas du regard la complicité de ses compagnons. Il écouta seulement. La tête légèrement inclinée, les bras posés sur les genoux, avec une expression qui mêlait l'émerveillement d'un enfant qui découvre quelque chose de nouveau et le malaise de celui qui commence à réaliser qu'il s'est peut-être trompé pendant des années. Et dans ce silence, dans cette reddition sans parole, il commença à comprendre qu'il n'avait peut-être jamais appris ce qui comptait vraiment. Les culturistes, qui jusqu'à récemment considéraient Anatolie comme une figure excentrique et insignifiante, prirent une décision qui, des mois plus tôt, aurait été impensable. Ils s'approchèrent tous les trois ensemble, ce qui était inhabituel pour eux, habitués à se faire concurrence même entre eux, et, la voix entrecoupée par l'orgueil qu'ils avaient encore du mal à plier, demandèrent à devenir élèves d'Anatolie. Il accepta, mais à une condition, repartir de zéro. Pas de disques énormes, pas de records, pas de comparaison. Le point de départ fut la serpillière, celle-là même qui avait tant provoqué leur moquerie, et le seau de 32 kilos qu'Anatolie traînait comme un compagnon de plus. Ce n'était ni une punition, ni une leçon d'humilité imposée d'en haut. C'était, simplement, le seul chemin qu'Anatolie connaissait pour construire quelque chose qui tienne vraiment. Ce qui suivit fut, sans exagération, une leçon d'humilité. Les deux hommes forts, habitués à soulever des poids impressionnants, qui faisaient grincer les barres et attiraient tous les regards de la salle, pouvaient à peine exécuter les mouvements de base qu'Anatolie faisait avec une facilité presque musicale. Leurs bras tremblaient, leurs hanches ne trouvaient pas l'angle, leur respiration se désynchronisait. Le saut, qui en théorie aurait dû être un échauffement ridicule pour eux, devenait un ennemi insaisissable qui refusait d'obéir. Pour la première fois de leur vie, ils n'étaient pas les plus forts de la salle. Et cela, paradoxalement, commençait à leur enseigner quelque chose qu'aucun poids lourd n'avait réussi à leur transmettre. Commence alors une période de désapprentissage. Ce ne fut pas facile, cela ne pouvait pas l'être.
Sous la direction patiente d'Anatoly, un homme qui n'élevait jamais la voix ni ne perdait son calme, mais dont la présence s'imposait avec la fermeté d'un arbre centenaire, les culturistes durent abandonner des années de mauvaises habitudes posturales. Des années à soulever avec l'orgueil au lieu de la hanche, des années à forcer le dos là où le centre devait travailler, des années à croire que la douleur était synonyme de progrès. Chaque répétition était une bataille contre l'ego. Parce que l'ennemi n'était ni la serpillière, ni le seau de 32 kilos. L'ennemi était cette voix intérieure qui murmurait « ce n'est pas assez », qui les poussait à ajouter plus de poids avant de maîtriser la forme, qui les embarrassait de transpirer avec des mouvements que n'importe quel débutant devrait faire avec facilité. La sueur coulait, imbibant les t-shirts et formant de petites flaques au sol. La frustration apparaissait dans chaque geste, un poing serré, une mâchoire tendue, un soupir retenu. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, de petites avancées commencèrent à émerger. Un mouvement qui était auparavant maladroit commençait à couler. Une respiration qui auparavant se saccadait trouvait son rythme. Une hanche qui restait rigide découvrait le secret de la charnière. Ils découvraient quelque chose qu'aucun livre d'entraînement ne leur avait appris, que soulever des poids et être fort n'était pas la même chose. Qu'on peut soulever lourd sans être fort et qu'on peut être véritablement fort sans que les poids ne le reflètent tout. Le jour de la compétition arriva. L'ambiance dans la salle, qui des mois plus tôt était chargée de tension et de jugements silencieux, vibrait maintenant d'un autre air. Les culturistes s'inscrivirent à un championnat local, non pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais pour mettre à l'épreuve ce qu'ils avaient appris. Toute la salle vint les soutenir. Non seulement par loyauté, mais parce que tous voulaient voir jusqu'où avait mené cette transformation qui avait commencé avec une serpillière et un regard qui ne broncha pas face à la moquerie. En coulisses, l'anxiété était palpable. On la respirait dans l'air épais des backstage, dans les allées et venues, dans les regards qui cherchaient une confirmation chez les compagnons. Les culturistes, habitués à affronter la peur avec agressivité, se retrouvaient maintenant avec une version différente d'eux-mêmes, plus vulnérable, mais aussi plus authentique. Ce fut alors qu'Anatoly s'approcha. Pas avec un discours de motivation plein de cris et de tapes dans la poitrine. Il s'approcha avec le même calme que toujours, les mains dans les poches, avec ce demi-sourire qui les avait si souvent déconcertés. Et il donna un conseil simple, si simple qu'il semblait presque une plaisanterie. Oublier le poids, se concentrer sur le mouvement. Prendre tout cela comme un jeu, comme un échauffement de plus, comme ceux qu'ils faisaient ensemble au début de chaque séance quand il n'y avait rien en jeu. « Vous savez déjà comment faire », leur dit-il de son ton posé. « Il n'y a rien de nouveau ici, juste un mouvement que votre corps connaît déjà. » Ils abordèrent la compétition avec un état d'esprit complètement nouveau. Non pas avec l'arrogance de ceux qui croient avoir quelque chose à prouver, mais avec la sérénité de ceux qui ont appris que la véritable force n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Et bien qu'ils ne le sachent pas encore, ce qui allait suivre changerait à jamais la façon dont le monde de l'haltérophilie voyait cette salle, cette serpillière et cet homme aux sandales. Pendant la compétition, quelque chose d'inattendu se produisit, quelque chose que ni les juges ni le public n'avaient prévu. Les culturistes ne cherchèrent pas à soulever le maximum possible à tout prix. Il n'y eut pas en eux cette tension désespérée pour impressionner par les kilos bruts, ni ces cris qui accompagnent souvent les tentatives limites. Au lieu de cela, ils cherchèrent à exécuter chaque mouvement avec perfection. La fluidité de leurs gestes, la sécurité dans chaque transition, la précision technique qui, des mois plus tôt, aurait été impensable pour eux, impressionnèrent tous les présents. Ils ne gagnèrent pas par le poids brut. Il y eut d'autres compétiteurs qui soulevèrent plus de kilos en termes absolus, mais ils gagnèrent par la reconnaissance qu'ils étaient devenus de meilleurs athlètes. Les juges soulignèrent non pas la force brute, mais la qualité du mouvement, l'efficience, l'absence de gaspillage énergétique. À la fin, les médailles encore fraîches sur la poitrine et les visages rouges d'émotion, ils remercièrent publiquement Anatoly. Ils pointèrent du doigt l'endroit où il se trouvait, avec sa serpillière sur l'épaule et ce sourire énigmatique qui ne les quittait jamais. Le public vibra. Il y eut des applaudissements, des regards qui cherchaient à comprendre qui était cet homme qui avait réussi l'impossible, transformer des taureaux en danseurs. 6 mois passèrent. La salle de sport n'était plus la même. Anatoly n'était plus vu comme un étranger, ni comme cette figure excentrique qui un jour avait figé les regards de suffisance. Il faisait désormais partie du paysage,
une présence aussi naturelle que les barres et les disques. Sa méthode s'était répandue comme une rumeur que personne n'avait pu arrêter. Des élèves de tous âges et de tous niveaux, depuis les jeunes qui s'approchaient des poids pour la première fois jusqu'aux vétérans avec des décennies d'expérience, adoptèrent ces principes d'échauffement et de technique. La serpillière, qui un jour fut objet de moquerie, reposait désormais dans un coin comme un symbole silencieux de ce que la salle avait appris. Les culturistes, ceux qui l'avaient défié avec l'arrogance de ceux qui croient tout posséder, étaient maintenant ses plus grands vulgarisateurs. On les voyait aider les nouveaux élèves, corriger les postures avec la patience qu'Anatoly leur avait enseignée, expliquer avec leurs propres mots que la force va au-delà de l'apparence. Ils avaient compris quelque chose qu'aucun titre ni trophée ne leur avait donné, que le véritable pouvoir ne se mesure pas en centimètres de muscles, mais dans la capacité à écouter son propre corps. Et cette connaissance, comme Anatoly l'a bien démontré, ne s'achète pas avec des années de salle, elle se gagne avec des années d'écoute, de patience, d'humilité. Maintenant, la question qui flotte dans l'air après avoir connu cette histoire est la même que celle que se posèrent un jour ces culturistes dans la pénombre de la salle. Qui est réellement Anatoly ? Et plus important encore, combien d'Anatoly y a-t-il dans le monde faisant des mouvements parfaits dans la solitude de la nuit, attendant que quelqu'un, un jour, s'arrête pour regarder au-delà des apparences ?